visage a quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Marquis, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et sera faner vos roses comme il a rivé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et sera faner vos roses comme il a rivé mon front. Les mêmes cours des planètes règlent nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Voilà, donc c'est Marquise de Pierre Corneille, la base du poème est de Pierre Corneille, et il y a la réponse également au début du XXe siècle de Tristan Bernard, qui est une réponse donc humoristique, hein, parce que c'était un chansonnier, un auteur, et sur une musique de Georges Brassens. Alors j'aime bien cette chanson parce que ça fait un lien culturel entre le XVIIe siècle, le début du XXe et le milieu du XXe siècle, entre ces trois auteurs, ces magnifiques auteurs. Oui, voilà, donc fini avec la zizik, donc on va passer à la littérature. Donc l'idée c'était d'arriver à l'autre Molière d'Ève de Castro. Donc c'est un livre qui a été écrit il n'y a pas longtemps, parce que c'était publié je crois en 2022, hein, c'est ça, aux éditions Iconoclaste. Alors c'est un livre charmant hein, qui évoque la compagnie de Molière, les comédiens, Marquise, Armande Béjart, etc., etc. Donc je vais vous lire quelques passages. Hein. Je vais vous lire la jaquette déjà. Donc c'est une histoire où le bien et le mal se donnent la main. On y avance masqué, on y ment par profession, par vice, par nécessité. On y aime, on s'y trahit et on y ressuscite. La nuit du 21 février 1673, une foule en larmes enterre le baladin Molière. Sous son capuchon, le vieux Molière suit le cortège. Il vient pour Armande, la veuve. Le vieux Corneille hein, suit le cortège. Il la désire en secret. Il va lui dire la vérité sur son mari et nous l'apprendre. Molière et Corneille, deux faces d'une même médaille, deux génies liés par un pacte inavouable. Ces monstres sacrés avaient-ils plusieurs visages que nous cachetons depuis 300 ans. Voilà, écrivain et scénariste, Ève de Castro excelle à éclairer les coulisses de l'histoire et à faire survivre le XVIIe siècle, où elle campe ses grands succès. Avec ce roman, elle nous entraîne au cœur de la plus fascinante des énigmes littéraires. Alors c'est vrai, hein, c'est très très agréable à lire. Et, si on aime Molière, si on aime Corneille, on les voit vivants quasiment, c'est fascinant. Voilà, donc tout à l'heure j'ai évoqué Marquise, qui n'est pas une marquise du tout, hein. C'était une comédienne donc, de la troupe de Molière que désirait Corneille. Donc, il avait fait, comme il avait été conduit hein, par cette jeune femme, il avait fait ce petit poème. Et voilà, bon, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je trouvais ça assez savoureux de chantonner médiocrement ce passage. Moi j'aime bien. Voilà, ensuite, page 16,
Donc page 16, j'ai intitulé ça mardi 21 février. Hein. Donc là, en fait, dans le roman, elle fait parler Armande Béjart, hein, la femme de Molière, Molière, Corneille, Madeleine Béjart, la mère d'Armande, qui a la particularité d'avoir été aussi la maîtresse de Molière, et puis quelques autres, hein, je ne cite pas parce que je fais quelques passages, une douzaine hein, simplement. Voilà. Donc page 16. Page 16. Mardi 21 février, tout s'est passé si vite. Au sortir du théâtre, nous sommes entrés en chaise à Porteur, rue de Richelieu. Le petit frottait les mains de son visage entre les siennes pour les réchauffer. J'étais agacé qu'il s'obstinât à tousser alors que la représentation était terminée. Depuis plusieurs jours, il avait de vilaines cernes, le souffle court, et dès qu'il quittait la répétition, il se traînait comme un centenaire. Je le soupçonnais de se faire plus souffrant qu'il n'était pour m'attendrir. Il rêvait de m'engrosser à nouveau et je ne le supportais plus dans mon lit. Nous sommes montés ensemble. Sur le seuil de ma chambre, je lui ai conseillé de se masser la poitrine avec du camphre et je lui ai proposé un oreiller rempli d'une drogue qui aide à dormir. Il a essayé de m'embrasser, je me suis dérobé. J'ai fermé ma porte, ôté mon corset, passé une robe de nuit, et je me suis mise au clavecin pour ne pas entendre les cannes de tout à travers du plancher. Il y avait du monde en haut. J'entendais piétiner, traîner les sièges. Le petit criait dans l'escalier quand on réchauffa un bol de bouillon. Il a descendu aux cuisines chercher du pain et un morceau de fromage parmesan. Il est remonté avec les deux religieuses à qui nous offrons le gîte et couvert pour la préparation du carême. Il a frappé chez moi. Je voulais qu'on me laissât en paix. Je n'ai pas répondu. Je ne m'inquiétais pas. Baptiste avait déjà eu des fluxions, dont une qu'il avait terrassée pendant 7 semaines. Celle-ci semblait bénigne. Je me suis assise près du feu. J'étais si lasse que je me suis assoupi. Je n'ai pas entendu la servante et le valet partir pour Saint-Eustache, notre paroisse, puis en revenir bredouille parce que les officiants avaient refusé de se déplacer. Je rêvais que je nageais dans la Seine avec Baptiste. Voilà, il était en train de se mourir d'une maladie de poitrine, quoi. Hein. Alors ensuite, page 24. Page 24. Alors là, c'est attribué... Alors là, c'est Molière. Elle fait parler Molière, là, en l'occurrence. Hein. Le vieux veut coucher avec ma femme. Le vieux, hein, c'est Corneille. Pierre Corneille. Ce débris édenté, oui. Avec ma jolie femme de 40 ans, sa cadette, oui. Il a l'air inoffensif sur son capuchon. Un affligé qui suit une procession funèbre. Mais croyez-moi, il est capable du pire. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon maître. Il est le diable. Il confond Armande depuis le premier jour. Il convoite Armande depuis le premier jour. Je ne songeais pas encore à l'épouser qu'il rêvait déjà d'elle. Il a tout manigancé. Je croyais le tenir, voyez-vous, mais c'est lui qui me tenait. Il va trouver les mots. C'est sa botte secrète, personne n'y résiste. Il va lui dire ce qu'elle ne doit pas entendre. D'une façon ou d'une autre, elle n'y survivra pas. Et moi non plus. Moi surtout. Voilà. Oui, parce qu'il va mourir de la tuberculose, hein, donc moi surtout. Vous ne comprenez rien à mon discours. C'est que je suis agité, très agité. Passé au moins de 3 heures de la gloire au néant, et maintenant subir ce qui se prépare. Il y a de quoi hurler de rage, d'impuissance. Mais je vais me calmer, je vais vous expliquer. Moi aussi, quand je m'applique, je sais dire les choses. On peut mourir doublement, et même davantage. On peut également tuer une personne à plusieurs reprises. C'est ce que le vieux complote de m'infliger, avec ses godillots rapiécés, son gros nez et ses ongles salis d'encre, avec ses yeux de basilic, avec ses mots. Alors, page 43, Richelieu. C'est toujours Molière qui parle là. Page 43. J'avais 34 ans. Je n'étais ni mieux bredouillant, ni moins bredouillant,
et mon géniteur qui venait de mourir ne m'avait laissé que bien sûr sur lequel les parents avaient mordu le nez. Selon le barème, en usage, les choses semblaient engagées. Mais après 5 comédies jouées à Paris par la troupe de Mondori, un triomphe sans précédent m'avait hissé sur ces hauteurs où je n'avais jamais douté qu'une place me fût réservée. Louis XIII avait anobli ma famille. Richelieu m'avait pris dans son écurie théâtrale. Il me pensionnait au titre de bel esprit. Lorsque Mathieu de Lampérière répondit avec hauteur que sa fille méritait mieux que l'auteur du Cid, le cardinal ministre en personne le convoqua et le somma de m'accepter comme gendre. Donc là, il s'agit de Corneille, en fait, hein, pas de Molière. Ce qu'en s'inclinant bas, il fit, la tête renversée par l'amour. Je jurai ma foi dans un état second. Quand le soir venu, Marie laissa glisser sa chemise, je fus saisi de tremblements convulsifs. Une titanie paralysa mes membres. Sans l'aide de ma jeune moitié, les draps de mes noces m'eussent servi de linceul. Je ne pus la déflorer que le surlendemain, mais de ce triomphe, je naquis une seconde fois. Dès lors, j'aimais à coups redoublés, m'en flattant auprès de mes amis, transporté de me découvrir pareille puissance. Au lit avec Marie, ou la plume à la main, j'étais roi. J'étais Dieu. Ironie du sort, au sus de mon nez affligeant et de mes dents pourries, j'ai reçu en partage des nerfs extraordinairement sensibles, un appétit de satire, un orgueil d'empereur romain et un génie polyforme. Personne ne devine combien je souffre d'être prisonnier dans l'enveloppe qui est la mienne. Dedans mon désespoir, tout me suit ou me nuit. La terre n'entend point la douleur qui me presse. Seule Marie me comprend. C'est pourquoi nuit après nuit, malgré les sirènes et les goules, je me blottis contre elle. Un génie polyforme, tout est venu de là. Polymorphe est le mot sorcier que j'ai noyé au fond de mon encrier par fidélité à l'homme que nous venons d'enterrer. Demain, pendant que Marie vaquera au domestique, je sortirai de sa cachette. Je le nettoierai, je le lustrerai, et après m'être moi aussi nettoyé et lustré, j'irai lui offrir sa magie. À elle, ma désirée, Armande Béjart, hein, Armande, la femme de Molière. En prenant Baptiste pour époux il y a 15 ans, elle n'a pas fait le choix d'un homme de chair, mais de plume. Sans le savoir, c'est à moi qu'elle s'est donnée. Il est temps qu'elle l'apprenne et me rende ce qui m'est dû. Voilà, donc c'est l'hypothèse que l'essentiel de l'œuvre de Molière était en fait écrit par Corneille, hein, que met en scène Ève de Castro. Enfin, moi je suis pas trop d'accord là-dessus, mais bon, c'est une romance, quoi, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, page 139, Infortune. Alors, on fait parler, là, pour le coup, Corneille. Hein. 139. 139, hein, on fait un gros saut dans le roman, 139. Voilà. Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre. Entre autres manies, le vieil... alors là, c'est Molière hein, qui parle. Entre autres manies, le vieux a celle d'ajuster en 12 pieds les réflexions morales ou politiques qu'il juge préférable de ne pas afficher au grand jour. Il les place dans la bouche des comédiens et ainsi égrène des opinions urticantes sans hasarder sa propre tête. Vous n'avez pas lu le grand Corneille depuis longtemps. Vous voulez des exemples. À la gloire du trône accable les sujets. La justice n'est pas une vertu d'État. La gloire d'obéir n'a rien qui me soit doux. Voilà, citation de Corneille. Le verbe donner, donneur de leçons, oui, mais seulement par le truchement d'autrui. La vérité est que le père du bouillant Horace est un pleutre. Quand après le succès du Cid, Louis XIII a anobli sa famille et qu'avec cet honneur, qui était juge droit de porter l'épée, il a aussitôt signifié qu'il ne l'exercerait pas. Et je parierais qu'il ne s'est jamais empoigné
avec un camarade dans le préau des Jésuites, ni plus tard avec un rival en amour. Quant au poète, au gros nez, dont les tragédies font bâiller Louis XIV, il rase les murs par crainte des quolibets. Désobéir un peu n'est pas un si grand crime. Certes, mais depuis les coulisses, en laissant des hommes plus courageux que lui encourir foudre et châtiment à sa place. Des hommes comme moi, bien sûr, je l'ai compris trop tard. Ah oui, c'était un comédien, Molière, ils n'ont pas Corneille. Donc il est sur les planches, lui, devant les comédiens. Ces hommes-là qui, à la différence des rats de grimoire à gros nez, prennent la vie au collet. On ne bâtit pas une maison sans se salir les mains, et on n'établit pas un théâtre à Paris sans payer de sa personne, ou de celle des autres s'il le faut. Oui, pour lancer l'illustre théâtre, Madeleine et moi avons emprunté de l'argent, beaucoup d'argent, trop, mais nous étions pressés de réussir. On l'a évoqué donc dans le livre d'histoire, tout ça. Nous n'avons pas manqué de talent, seulement de moyens et peut-être aussi de chance. Si nous nous étions établis d'emblée sur la rive droite, si le public avait montré plus de curiosité, si cette année-là l'hiver avait été moins rigoureux, si mon père m'avait ouvert ses coffres, si monsieur, qui perdait chaque soir aux cartes 200 fois le montant de nos dettes, nous avait renfloué, le naïf que je suis ignorait que la fortune ne se donne jamais, elle se prête, et le plus offrant a toujours ses faveurs. L'optimisme des débutants, l'obstination des ambitieux, le manque de clairvoyance ne sont pas des péchés. Et devoir chaque centaine de livres à son portier ne fait pas d'un brave comédien un criminel. Alors, page 148, protection. Alors là, c'est Madeleine Béjart, hein, si je ne me trompe pas, qui parle, parce que je me suis trompé un peu là. Alors, 148. 148. Voilà. Vous commencez à me connaître, à Madeleine Béjart, hein, la mère d'Armande, l'ancienne maîtresse de Molière. Me voyez-vous accepter une vie pareille? Nous nous étions liés à Charles Dufresne pour le meilleur et le pire, mais fidèle à moi-même, je n'envisageais que le meilleur. J'ai sorti mon arc, affûté mes flèches et pris pour cible notre protecteur. Amateur de faucons et de bacchanal, le gouverneur de Guyenne avait la réputation d'un féroce. Peu m'importait son caractère pour servir mon but, je lui demandais seulement de s'intéresser à moi. J'ai joué pour lui, dans son beau château de Cadillac, et sans qu'il m'en coûtât grand effort, je lui ai plu assez pour qu'il souhaitât me revoir souvent. Partant de là, mes camarades et moi avons mangé gras, dormi dans des lits propres et renouvelé notre panoplie de costumes. Notre fortune n'était pas assurée. Notre parti, rien ne l'est. Mais nous allions d'une ville à l'autre en voiture fermée et nos bagages suivaient aux frais du duc. Ce qui, en comparaison du sort calamiteux de quelques 200 compagnies sans parrainage qui écument les provinces, était un avant-goût du paradis. Mes compagnons m'en ont voué une reconnaissance méritée. Dufresne était le chef de notre troupe, mais j'en étais la bienfaitrice. Baptiste, il n'était rien encore qu'un parmi nous. Il se pliait à ce qu'on exigeait de lui. Il ne se fusquait jamais des critiques. Il mettait dans son jeu tant de cœur et d'application qu'il progressait. Franc, compagnon, il s'ingéniait à rendre à chacun ces petits services qui adoucissent le quotidien. Et comme il savait se faire aimer, tout le monde le cherchait. Même le brutal gouverneur de Guyenne, ses talents d'imitateur, ses bouffonneries, ses façons à la fois provocantes et obséquieuses amusaient si bien sa seigneurie que le duc réclamait Baptiste avant ou après le spectacle, presque autant que moi. Nous étions partageurs, ce qui lui profitait à l'un réjouissait l'autre, et s'il y avait lieu de se plaindre, nous gémissions à deux. Voilà, donc la vie d'artiste. Donc on passe à page 156, rebaptisé. Là c'est Molière qui parle, si je ne m'abuse. 156. Mon nom. Vous avez sur le sujet quantité de théories dont je reste ébahi. Non, je ne l'ai pas emprunté à ma trisaïeule maternelle. Quand on se rhabille à neuf, on n'endosse pas le défroque de grand-maman. Non,
Il ne signifie pas terre molle et grasse. Je suis un caméléon, pas un tas de glaise. Malgré la familiarité à l'oreille, il ne vient pas de Meulière. Je ne suis pas non plus un lot de pierres à bâtir. Il ressemble au latin mulier, mais cela ne sous-entend pas que je me suis déguisé en femme pour me faire trousser dans les coins sombres. Et il ne cousine pas davantage avec le verbe légitimer. À l'époque où je me suis rebaptisé, je n'étais le légitimier de personne, pas même du grand Corneille. Alors continuez de chercher. Pourquoi vous donnerais-je la clé de mon énigme? Je n'aurai bientôt plus de secret pour vous. J'entends garder celui-ci. Par coquetterie, plutôt par nostalgie. Vous avez porté mon nom au nu à vos écoliers, et à vos écoliers, vous enseignez la langue de Molière. Quel auteur français pourrait en dire autant? Ne m'ôtez pas cette fierté. Il me serait égal de la partager avec qui le mérite. À la différence du loup à gros nez, je ne suis avare de rien, mais laissez mon assez pour me consoler de ce que je vais devoir abandonner. Le vieux convoite ma colombe. Il veut aussi me détruire. L'avez-vous compris? Voilà, bon, ça c'est la romance de Madame de Castro, hein, mais j'en suis pas du tout persuadé. Alors, page 162, La Grange au Pré. C'est toujours Molière qui parle, paraît-il. 162. La Grange au Pré. Pour l'heure, mes compagnons et moi bambonchons à la Grange au Pré, près de Pézenas. Le domaine appartient au cousin de Sa Majesté, le prince de Conti, un fanfaron de 24 ans qui s'est cru une foudre de guerre doublée d'un génie politique, mais qui n'a pas plus de tête qu'un marcassin, sur un Pézenas, la patrie de Bobby Lapointe, copain de Brassens. Son frère Condé et lui ont pris les armes contre Mazarin. Le prince de Condé a le cœur indomptable. Il continue la lutte depuis la Flandre avec le soutien de l'Espagne. Battu et à court d'argent, son cadet a rendu son gouvernement de Bordeaux et s'est replié sur ses terres pour y mener débauche effrénée avec Madame de Calvimont, sa favorite, dont on se demande laquelle des deux est la plus surprenante de sa beauté et de sa bêtise. Certains d'entre vous pensent que je connais Louis Armand de Conti depuis l'enfance, que nous avons usé nos choses ensemble sur les bancs du collège de Clermont, que cette amitié m'a ouvert sa porte. Un élève de sang royal ne ferait pas avec un fils de tapissier. De surcroît, son Altesse est mon cadet de 4 ans. Eussions-nous fréquenté Clermont au même moment, qu'on nous eût placés dans des classes différentes. Quand notre troupe arrive à la Grange au Pré, le prince ne voit en moi qu'un hochet. Mais ce hochet se révèle si habile à le distraire de sa déculottée guerrière qui nous installe à demeure. Notre troupe passe sous sa protection. La clique de libertins qui festoie sous ses lustres m'adopte. Et notre goût commun pour les plaisirs suffit à ancrer ma faveur. Mon tempérament me porte à la volupté. Madeleine vous l'a dit. Elle a même précisé toutes les voluptés. Rien de plus vrai. Elle reste ma déesse, mais la vénérer ne m'empêche pas de m'agenouiller devant d'autres autels, à commencer par celui de nos nouvelles recrues. D'abord, il y a Catherine, épouse de Brie. Ensuite, il y a Marquise, épouse du Parc. On en a parlé tout à l'heure. La première est une comédienne aussi douée que gracieuse. La seconde a des cuisses splendides qu'elle dévoile en dansant. Ces deux-là mettent du soleil dans le jour le plus gris. Et dans mon cœur, quand ma tragédienne me boude parce que je m'enivre, quand un noceur vérolé me serre de trop près, ou quand je reçois une tomate au milieu d'une tirade gâchée par mon hoquet. Voilà. Donc c'est bien écrit hein, quand même, faut reconnaître. Page 185, Marquise, puisqu'on en causait tout à l'heure. Alors là c'est Madeleine qui s'exprime, semble-t-il, page 185. 185. Voilà. Baptiste et moi avions créé en province 2 bagatelles qui avaient été bien accueillies. Nous avions puisé le meilleur chez des auteurs italiens assez morts pour ne pas nous reprocher de les avoir plagiés.
Notre étourdi et notre dépit amoureux ne brillaient pas par le style et nous ne pouvions pas les faire passer pour nouvelles à Paris sans les remodeler. Je me suis présenté rue de la Pie avec sous mon bras gauche, mais c'est comme idée, et sous le droit, marquise du parc. La drôlesse manquait de conversation, mais ses seins magnifiés par le corset tenaient un langage que le grand Corneille a toujours trouvé délectable. Pour lui plaire, il s'est déclaré prêt à enfiler sa haute carcasse par le chat d'une aiguille et tout disposé à raccommoder notre ouvrage. Il s'est même prêté au jeu de si bonne grâce qu'au sortir de ses mains, nos textes crépitaient d'une verve dont Baptiste est resté bouche bée. Maître Pierre a courtisé Marquise avec un tel allant, mais il avait trop d'orgueil pour bramer longtemps aux genoux d'une actrice. Trop de voracité surtout. Le poète bardé d'alexandrin chrétien se moquait des soupirs et des battements de cils. Il voulait un corps nu contre le sien. Il cachait sa voracité sous des façons de chatmite, mais vous le savez, les hommes ne me trompent pas. Voyant son appétit démasqué, il m'a regardé différemment. Dans ses prunelles, une petite flamme souriait. Je lui ai souri en retour. Voilà. Page 203, une blessure. Alors c'est Corneille qui s'exprime. 203. Page 203. Je grattais souvent la cicatrice d'une blessure que, dans un salon parisien, un aéropage de dames illustres m'avait infligé. C'était 20 ans plus tôt. Elles étaient 7 assises autour de moi, frisées au fer rond, le teint plâtré, à caqueter, à jouer de l'éventail, à caresser leurs bichons et à lamper des sorbets en se plaignant que les cuillères dorées fussent trop lourdes pour leurs doigts délicats. Je venais de leur lire mon Polyeuth. Cet exercice est la meilleure façon de tester une pièce avant que de la confier à une troupe, mais j'y suis rarement à mon avantage. Le timbre de ma voix me dessert, et pour cacher l'émotion que mon texte me donne, je mange les mots. Polyeuth est l'histoire d'un martyr. Il fracasse les statues des idoles païennes. Il préfère la mort à l'amour de sa femme, et son supplice convertit ses proches à la cause chrétienne. Je m'étais attendu à ce que mon audience tirât son mouchoir. Au lieu de cela, la maîtresse des lieux m'avait applaudi d'une seule main. Cher maître, ne vous découragez pas. Vous restez malgré tout l'auteur du Cid. C'est bien perfide. La pique m'avait transpercé. J'en avais saigné pendant des mois. Ne pouvant arracher la langue de mon hôtesse, ni davantage la jeter nue dans une fosse grouillante de serpent, ni non plus lui communiquer la vérole ou quelque autre maladie qui la défigurerait avant de la tuer par une lente agonie, j'avais assassiné sur le papier ces dames titrées qui, depuis leur cruelle toisait l'univers, et qui, sans avoir écrit mieux que les billets, d'où prétendant juger le talent des poètes. Sur les modèles vivants, j'avais greffé des postiches grotesques, et à partir de la langue fleurie qu'on cultivait dans leurs hôtels, j'avais inventé un idiome entortillé qui les faisait paraître aussi sottes que ridicules. Cette vengeance, en 3 petits actes, m'avait calmé assez pour que je n'en cherchasse pas d'autres. Elle dormait dans le secret de mon cabinet, personne ne l'avait lue. J'en ai choisi les meilleurs feuillets, je les ai tendus à Baptiste. Il a pris un moment pour les déchiffrer. Il les a reposés sur ma table. Et il nous a invités à prendre un siège. Puis là, il a joué non seulement le texte qu'il avait en 3 minutes mémorisé, mais le pire de ce que j'avais voulu mettre dans ma salve meurtrière sans véritablement l'oser. Incarnés par lui, les pécores qui m'avaient humilié renaissaient boursouflés comme dans ces glaces déformantes qu'on appelle sorcières. C'était elle telle qu'en mon souvenir, et en même temps des types originaux dont on pouvait prétendre qu'ils ne devaient rien qu'à l'imagination. Les faits étaient prodigieusement comiques, extraordinairement cruels. Madeleine m'avait tapoté la main. Alors, et oui, alors c'est certainement un très grand comédien.
Molière. Alors, page 210, Sganarelle. 210, Sganarelle. C'est ça. Au Nivelan, 1660, alors que j'avais travaillé très avant la nuit, je trouvais Marie assise dans notre lit, l'œil sévère et un manuscrit sur les genoux. Pierre, qu'est-ce ceci? Ceci est une bagatelle composée par le moi dédoublé. Le thème du courage n'avait rien d'original, mais le brave bourgeois que de fausses apparences jetaient dans une jalousie échevelée offrait un mélange de burlesque et de vérité humaine assez nouveau. J'avais appelé mon bonhomme Sganarelle, de l'italien sganare, trompé. En l'occurrence, non parce que sa femme lui fleurissait le front, mais parce qu'il se leurrait lui-même et qu'avec lui je comptais duper tous ceux qui viendraient l'applaudir. D'un air détaché et sans la regarder, je répondis: c'est l'histoire d'un coquille imaginaire, une comédie que la troupe du Petit Bourbon va mettre à l'affiche. Sous le nom de Molière? Comment le savez-vous? Il bat tambour pour l'annoncer, l'écho en arrive jusqu'à Rouen. Et il jouera à visage découvert, pas même un demi-masque. Et comme il est excellent mime, me prenez-vous pour une sotte? Croyez-vous que je ne sache pas connaître votre plume? Corneille en l'occurrence. Je vous crois fort aisé, sans quoi je ne vous aurais pas épousé. Ce n'est pas tout. J'ai soupiré. Quoi d'autre? Baptiste lit chez des particuliers un don Gracie des Navarres, qui emprunte des passages entiers au Don Sanche d'Aragon que je vous avais écrit il y a 10 ans. Il le présente également comme sien. Vraiment? Je doute qu'il ait le front de vous voler vos vers. Peut-être est-il plus insolent que vous ne le pensez. Et Madame Béjart cautionnerait ces pratiques. Si leur succès en dépendait, je le crois l'un et l'autre capable de sournoiserie. Mais vous ne vous fâchez pas, vous si jaloux de votre œuvre. Marie, je voudrais bien me coucher. Pierre, elle avait cette mine qu'elle prend quand je reluque les hanches de la voisine. Travailles-tu en sous-main pour la troupe du Petit Bourbon, de Molière, quoi. À quoi bon lui cacher ce dont je ne tirais aucune honte? J'ai abdiqué. Je les aide un peu. Je crois n'avoir pas mon pareil pour la peinture de caractère. Voilà, bon, ça c'est l'hypothèse de Madame de Castro. Donc, page 254, travail. Il est vrai que Molière n'a pas laissé beaucoup de notes ou d'archives. Donc ça laisse la possibilité de faire des suppositions. Alors, donc travaillons. Ça c'est Corneille qui parle, semble-t-il. Me dédoubler sans que personne ne soupçonnât l'imposture me procurait un plaisir qui me fouettait le sang. Pas un instant je ne songeais que j'avais conclu un pacte qui m'allait conduire en enfer. J'avais promis à Marie que jamais, Marie sa femme, hein, jamais la situation ne m'échapperait. Et je me faisais fort de mettre un terme à cette collaboration si les modalités venaient à me déplaire, ou si l'affaire tournait à mon désavantage. Ma tête grouille de personnages, mais les rangs ne se mélangent pas, non plus que les vertus et les vices. Quand j'ai besoin d'un caractère, d'un décor, d'une rime, je ferme les yeux, je passe mes étagères en revue, et sans rien déranger, je me sers. Dans sa hâte de jouer un grand auteur, Baptiste crachait ses idées sur ma table comme des noyaux d'olive. 3 ou 4 me tiraient un soupir. Je surveillais la pendule, il gémissait. « Êtes-vous déjà là de moi ?» Je répondais « Travaillons. » « Mais je travaille, cela ne se voit pas. » Il se cassait en deux et improvisait la querelle d'un barbon avec un valet. « Vous ne notez rien ?» Je repoussais les feuillets que nous venions de relire. « À quoi bon? Une fois sur le théâtre, vous en ferez autre chose. » Dès demain, il m'envoyait un baiser. L'illustre a raison. Il a toujours raison. Je suis un homme de plume, de silence et de réflexion. Des oreilles à l'occiput, Baptiste
était homme de scène. Il ne pensait pas, il sentait. Son monde intérieur ressemblait à une auberge un soir de banquet. Tout y était cu par-dessus tête. Les sentiments, les habits s'y tachaient de potage. Ce n'était pas un cri. Cavalcade, broche à tourner, peau de chambre à vider. Et sans cesse sautiller, de se mordre les doigts, de fourrager sous sa perruque et de grimacer face au miroir. Il piochait au petit bonheur dans ce désordre. La construction d'une intrigue l'intéressait peu. L'unité d'action, de lieu, de temps, encore moins. Il savait reconnaître un beau vers et s'extasiait devant la perfection des miens. Mais eussent-ils été bancal, qu'il m'eût félicité pareillement. Alors, et enfin, page 287, Don Juan, et là il semble que ce soit Madeleine qui s'exprime. 287. Page 287, d'accord. Dès mercredi à l'aube, on nous faisait défense de jouer publiquement l'hypocrite, au motif que l'extrême délicatesse de Sa Majesté sur les choses de la religion ne pouvait souffrir cette ressemblance de vice avec la vertu, ni permettre qu'on confondût l'une avec l'autre. L'hypocrite, c'est Tartuffe. Le châtiment n'était que de forme. Il nous était pas défendu de donner notre comédie en visite privée, mais de la porter sur la scène du Palais Royal pour la partager avec le peuple de Paris. Il n'était plus question. Baptiste ne décollerait pas. Tout écumait de rage. Il s'était enfermé avec Maître Pierre qui a pris soin d'attiser sa fureur avec un soufflet de forge. Il en est ressorti avec un Don Juan qu'à tous il a assuré avoir écrit en 15 jours. J'ai manqué m'évanouir. La pièce était admirable. Jamais les vices du siècle n'avaient été si crûment exposés. Mais cette peinture-là était plus amorale encore que celle de Tartuffe. Et je ne voyais pas quel bien nous pouvions attendre. Une salle comble, le viol d'une pucelle, un fantôme qui demande justice, une statue qui parle et les flammes de l'enfer. On ne fait pas meilleure soupe. J'ai protesté. Méfie-toi, les grands seigneurs de la cour sont plus dangereux que ceux de province. Le marquis de Vardes place des pétards entre les cuisses des prostituées. Le duc de Guiche ouvre le ventre des garçonnets après avoir joui d'eux. Ces diables-là ont des amis. Tu vas dresser la moitié de la cour contre toi. L'autre moitié me soutiendra. Le roi se lassera de tes provocations. Au contraire, je dis tout haut ce qu'il pense en secret. Je ne me contente pas de l'amuser, je règle ses comptes. Toi, le farceur, moi, le peintre de la nature humaine. Tu ne confondrais pas la cause de Louis XIV avec celle de Pierre Corneille. Je sais ce que je dis et crois ce que je veux. Sage des Alexandrins, mais ne le laisse pas t'aveugler. Ce qui profite au Palais Royal nous donne du pain à tous. La fin justifie les moyens. C'est toi qui me l'as enseigné. Je prêchais en vain. Maître Pierre se croyait aigle, planant au-dessus de l'humanité, et accroché à ses ailes, Baptiste ne doutait plus de rien. Voilà, c'est un roman qui est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Ça évoque toute la comédie de Molière et de Corneille, et sur une hypothèse qui n'engage que Kev de Castro. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Donc là, on se reverra dans 15 jours pour tout autre sujet. Voilà. Lisez ce livre, c'est très très bien. Et lisez le mien aussi, hein, Le Sable de Damas. À très bientôt.